Welcome to Club AI. Donc voilà, nous ce qu'on essaye de faire ce soir, c'est donc la plupart d'entre vous, vous me connaissez, je suis copywriter, donc je crée du contenu depuis des années, des années. Et ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est de partir sur les bases de qu'est-ce qu'on peut faire avec une IA pour créer du contenu assisté par IA. Donc c'est vraiment la base de la base. Voilà, j'espère que vous apprendrez quand même des choses. Et si je dis des bêtises, n'hésitez pas à dire oh la bêtise. Alors, petite introduction, attends, hop, 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 hop. Vous voyez toujours ou pas? Ouais, très bien. Ah, ok. Donc, les questions, moi, ce que je vous propose, c'est non pas de rentrer dans les détails de comment je crée du contenu, mais je me suis dit, tiens, si les gens démarrent, je vais donner 10 pistes pour de plus en plus complexes pour créer du contenu, pas automatisé, mais en tout cas assisté. Il y a trois approches. Il y a une première approche qui est l'approche full LLM. Il y a une approche LLM avec des petites choses qui s'ajoutent au LLM qu'on utilise et donc on rentre dans une espèce de mode agentique pour créer du contenu, mais on n'est pas encore dans les agents. Et puis il y a une troisième voie que je voulais vraiment évoquer, mais pour montrer qu'elle existe, c'est vraiment la méthode full agent, comment créer du contenu avec des agents. Donc ça, j'imagine que vous les reconnaissez tous. Ça, c'est les LLM les plus connus du marché. Voilà, il faut savoir que les LLM, soit on peut y accéder directement par Internet, soit pour certains d'entre eux, on peut carrément télécharger des applications. Voilà. Ça, c'est les LLM les plus connus, vous les connaissez, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup plus. J'ai lu dernièrement qu'on était entre 150 et 180 LLM en développement actuellement. Je ne sais pas si vous confirmez ce chiffre ou si vous dites que c'est du pipeau. Évidemment, il y en a qui sont moins avancés que d'autres, mais toujours pour dire qu'il y a vraiment le choix parmi les LLM qu'on peut utiliser. Et en plus, la grosse tendance aujourd'hui, c'est que les LLM sont de plus en plus introduits dans les plateformes. Donc aujourd'hui, quand on démarre avec l'IA, en fait, on peut découvrir les LLM directement à travers Microsoft. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui découvrent Copilot dans Microsoft, mais qui ne savent pas que ça peut exister par ailleurs. Aujourd'hui, Notion intègre ces LLM, Airtable, Google Workspace avec Gemini incorpore ces LLM. Adobe essaye, mais personne n'y croit, mais ils essayent. Voilà, donc chacun le fait, et en plus, ce qu'on peut faire aujourd'hui de plus en plus, c'est qu'on peut intégrer des LLM tiers dans des plateformes. Typiquement, là, j'ai essayé dernièrement de mettre Claude dans Microsoft PowerPoint. Bah, en fait, si on n'est pas trop exigeant sur le rendu esthétique, en fait, vraiment, on peut avec Claude créer des PowerPoints sympas. Et donc, évidemment, dans ce cadre-là, Claude peut aussi créer du contenu dans les PowerPoints directement. Alors, juste pour clarifier les choses, qu'est-ce que c'est qu'un LLM et qu'est-ce que c'est qu'un agent? Pour faire simple, un LLM, c'est une IA qui a été entraînée pour converser avec quelqu'un. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore qu'un LLM, une intelligence artificielle, n'est pas intelligente, c'est juste un modèle probabilistique et lorsqu'on lui rend des données dedans, elle en ressort en se disant que c'est probablement ça qu'il faut ressortir par rapport aux entrées qu'on lui donne. Donc un LLM, forcément, travaille toujours en réaction par rapport à un input. Alors qu'un agent peut intégrer un LLM, mais un agent peut aussi travailler plus ou moins sans une personne qui lui donne des ordres. C'est un gros raccourci, mais voilà, on peut retenir ça. Alors rentrons dans le vif du sujet, les 10 approches. La première approche, la plus basique, c'est celle qu'aujourd'hui encore beaucoup de gens utilisent, c'est rentrer un prompt simple dans un LLM, donc on rentre une phrase, et en fonction de cette phrase, le LLM réagit et fait un output, donc sort de l'information. J'ai appris dernièrement que la moyenne aujourd'hui mondiale des gens qui travaillent des LLM, c'est rentrer 12 mots. C'est quand même, on va le voir,
après est vraiment pas assez, parce qu'en fait, si le LLM doit sortir quelque chose de qualité, en fait, il faut lui rentrer beaucoup plus d'informations que juste 12 mots. Alors typiquement ici, l'exemple que je vous ai mis pour vous montrer, en fait, c'est un mauvais exemple parce que c'est déjà un bon prompt. J'aurais dû vous montrer un prompt beaucoup plus élémentaire que ça. Je lui ai dit, rédige-moi un post pour Facebook en mode AIDA pour sensibiliser les abonnés de ma page à la nécessité de prendre une assurance voyage avant de partir en vacances en Espagne en été. Donc déjà là, c'est déjà c'est élémentaire, mais c'est un bon petit prompt. Et mine de rien, je lui ai donné une méthodologie de travail, ce que je recommande toujours de faire. Je ne sais pas si quelqu'un ici fait du copywriting ou a déjà ou connaît la formule de AIDA, mais le slide suivant, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, l'élève a bien interprété en fait le AIDA, et donc il sait ce que c'est. Donc, AIDA, c'est une méthodologie pour dire quand j'écris un argumentaire persuasif, je procède en 4 temps. D'abord, j'attire l'attention, je suscite l'intérêt, ensuite j'attise le désir, et le A, c'est l'action, je passe à l'action. Et donc, en fonction, vous voyez, de toutes les infos les petites infos que je lui ai données, il m'a déjà sorti quelque chose qui peut servir de base, en fait, pour ma publication Facebook. Ça, c'est vraiment la méthode la plus simple pour créer du contenu. On va un peu plus loin maintenant, on peut aller un peu plus loin dans la façon de créer du contenu avec un LLM, c'est passer par des frameworks. Et donc ça fonctionne de la même manière en fait finalement que les formules de copywriting, c'est juste que c'est des formules pour faire fonctionner les LLM beaucoup plus efficacement. Alors j'ai mis sur mon site, si vous allez cliquer là, vous verrez que enfin, mon blog il est un peu foutoir, mais il sert surtout pour moi de mémo. Donc je crée des articles comme ça pour me souvenir de la théorie. Et là, typiquement sur cette page-là, j'ai rassemblé différents frameworks. Si vous voulez les tester, parce qu'en fait c'est ce qu'il faut faire, hein, c'est vraiment les tester. De la même manière que les frameworks de copywriting pour écrire des contenus persuasifs, à un moment donné, il faut s'émanciper de ces formules. De la même manière, sur les frameworks de prompt de LLM, il faut les essayer parce qu'ils fonctionnent en fait. Mais à un moment donné, au jour le jour, quand on travaille tout le temps, on s'émancipe de la structure même de ces prompts. Et à un moment donné, on le fait un peu à l'instinct. Alors, ces frameworks sont quelquefois plus adaptés dans certaines circonstances que dans d'autres. Il faut vraiment les découvrir. On va pas rentrer là maintenant ce soir dedans, mais typiquement, si je prends le RACE, le scénario de travail, c'est vraiment de donner un rôle au LLM. Donc, il va s'identifier en fait à une fonctionnalité. Et donc, si vous lui dites, typiquement, si je dis quoi? Tu es un rédacteur web spécialisé en marketing B2B. En fait, lui donner ce rôle-là le connecte à des compétences. À un moment donné, il va pouvoir peut-être aller chercher la fameuse formule AIDA, sans que je lui dise. Il va se dire, tiens, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il va aller chercher de comment on structure un article de blog. Il sait qu'il faudra un titre, un chapeau. Il sait qu'il faudra des intertitres. Enfin, il a incorporé ça. Donc, rien que le mettre dans ce rôle-là, déjà, le met en condition de créer un contenu qui va être satisfaisant pour vous. Ensuite, quand je lui donne un rôle, je lui propose de faire une action. Ici, j'ai mis rédige un mail de relance ou créer une synthèse des points clés, nanana, de je ne sais pas quoi. Je lui mets un contexte. Voilà, le contexte, c'est vraiment, je dois répondre à un client, c'est la 3e fois que je le relance, il ne me répond toujours pas, je voudrais avoir un ton plus insistant, donc on met un peu de contexte. Et on termine avec le E de expectation, qui sont des attentes. Et là, vous pouvez lui dire, bah, je veux un mail très concis de 3 lignes, de 30 lignes. Voilà, vous pouvez vraiment mettre un nombre de mots, des choses comme ça. Donc pour chaque framework, en fait, vous allez voir, c'est pas toujours ce même déroulé. Il y a des frameworks qui, par exemple, permettent de dire au LLM, voici un exemple typique de ce que j'attends comme résultat. Voilà, ce genre de choses. À tester. Ça va jusque-là? Très bien, je continue. 3e manière de créer du contenu, là c'est plus une méthodologie de travail. J'ai déjà vu souvent des gens, en tout cas des gens en formation, qui se lancent d'un jet et qui veulent absolument tout écrire d'un coup. Alors ils font un prompt gigantesque
et finalement ils sortent avec une espèce de texte un peu freaks qui part un peu dans tous les sens. Parfois c'est vraiment plus intéressant de procéder par étapes, et donc il y a dans l'art du prompt deux manières de faire. Soit on travaille ce qu'on appelle en chain ou en tree, et les deux sont cumulables en plus. Pour créer du compte, c'est intéressant. Alors la première, le chain, c'est une méthode convergente. J'aurais dû commencer par l'autre, j'aurais dû présenter d'abord le tree, mais voilà. La méthode convergente du chain, ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous voulez faire quelque chose avec un LLM, vous allez lui dire que méthodiquement, on va procéder de telle et telle manière, de telle et telle manière. Donc imaginons que vous lui disiez, on va écrire un article de blog, on va commencer ensemble par réfléchir au titre. Tu vas me proposer deux titres, trois titres, et quand on a le titre, on peut se dire maintenant on va procéder à l'écriture du chapeau, ou peut-être que vous pourriez très bien dire à votre LLM, nous terminerons par l'écriture du chapeau, parce qu'en général, le chapeau, oui. Parfois, le chapeau, on termine par là, parce que c'est une espèce de conclusion, mais ça peut aussi être un chapeau qui doit attiser le lecteur, ou on doit mettre des mots-clés. Enfin voilà, on peut à mon avis vraiment procéder par étapes. Donc ça, c'est vraiment le chain. Et l'autre méthodologie, c'est le tree of thought. C'est vraiment une méthode que j'appelle divergente. Là, c'est pour démarrer un projet, par exemple. Vous pouvez très bien dire, je veux écrire un article de blog ou je veux écrire un mail de prospection, mais j'ai trois publics cibles, je dois plutôt des fournisseurs, des concurrents ou des leads. Et donc, j'ai un même message, mais dis-moi comment je pourrais travailler pour l'un et pour l'autre avec un certain contexte. Donc, vous voyez que dans ce genre de situation, vous pouvez vraiment cumuler non seulement les frameworks qu'on a vus avant, mais aussi une méthodologie à facettes, soit en étapes divergentes, soit en réalisation convergente. Est-ce que, Tanguy, sorry de te couper, est-ce qu'on peut Oui. poser des questions ou on attend la fin, Non, non, vas-y, fonce. Donc les deux mécanismes COT, TOT, c'est des mécanismes qui sont normalement intégrés dans les modèles eux-mêmes. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu es sûr que quand tu fais ça, tu actives au sein du LLM le TOT? Je suis pas sûr, moi. Et je voudrais... Bon, alors moi, à titre personnel, moi, je lui déclare que je le fais, en fait. Je lui dis, on va travailler ensemble, et parfois, je nomme carrément le TOT ou le COT, je dis, on va travailler comme ça. Ou alors, quelquefois, je dis, on va travailler en trois étapes. Et Ok, surtout, mais tu ne vas pas aller plus vite que... est-ce que Pardon? techniquement, c'est ça que je voudrais savoir, est-ce que techniquement, il l'utilise ou pas? Alors, je pense qu'il faudrait que les autres donnent leur témoignage, mais je pense que ça dépend aussi des modèles, en fait. Si tu travailles avec un Claude, tu travailles avec Opus, ou si tu travailles avec... enfin, tu vois, je veux Oui, dire, parce ça que dépend un peu de la maturité Ouais, mais ils les connaissent parce que c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ces patterns, les acronymes fonctionnaient, notamment avec le chain of thought. C'est en donnant, en listant l'acronyme et qu'on a vu qu'il arrivait à exécuter la méthode. Et donc, mais c'est il y a 2 ans, ça. Et donc, du coup, on s'est rendu compte, à un moment donné, tout le monde a commencé avec chain of thought partout. Puis après, il y a eu React. Et puis, il y a eu et les gens ont trouvé des patterns comme ça progressivement. Mais on s'est rendu compte que le LLM arrivait à reconnaître toute une méthodologie associée juste à un acronyme ou un mot-clé. Et puis après, il y a plusieurs niveaux de profondeur derrière associés autour des patterns comme ça. Mais ça, c'est une histoire d'une autre discussion. mhm, ok. Oui, quelquefois, moi, je découvre enfin, on découvre tous des trésors, on se rend pas compte. Typiquement, moi, j'ai des agents, enfin, je vais un peu plus vite que le train, mais j'ai des agents où ça part directement dans WordPress, tu vois. Donc, je peux très bien créer du contenu, et je lui dis, tu vas me le mettre en Markdown, et puis ça va partir en Gutenberg. Et je me rends compte, en fait, qu'il comprend. Et là, je parle même pas de Claude Code avec des skills et des choses comme ça. Il y a vraiment des choses qui sont intégrées. Tu te dis, mais c'est le diable. Mhm. Ok, merci. Oui, et si je peux me permettre, je pense que c'est pas forcément lié au modèle lui-même, mais plutôt à son interface. Si tu es dans un chat ou quoi, ben c'est peut-être même si tu lui dis effectivement, Olivier, oui, est-ce qu'il va vraiment l'utiliser ou pas. Mais si maintenant tu l'attaques je sais pas, par exemple en mode Python ou quoi, où là tu as accès à des méthodes pour un peu plus le forcer en CET ou en TOT. D'accord. Mais alors juste pour rajouter une chose, ça dépend aussi quelquefois de comment
si tu as mis des instructions dans ton LLM personnalisé, il peut le faire ou ne pas le faire en fonction de ce que tu lui dis. Moi, par exemple, qui ne suis pas du tout fort en code, j'en avais parlé dans une réunion dernièrement, dans mon Claude Code que j'ai créé avec VS, je lui ai déclaré, je lui ai dit, je suis vraiment un débutant de chez débutant, ne fais rien sans m'expliquer ce que tu vas faire. Donc j'imagine, tu vois que ça, à mon avis, ça active aussi parfois des comportements qu'il n'aurait pas si je lui disais, je suis un expert, ne m'ennuie pas à m'expliquer toutes les choses, quoi. Mais oui. Maintenant, on passe sur le plan suivant, qui sont les GPTs publics. Je ne sais pas si vous les connaissez, je ne sais pas si vous les avez déjà utilisés. Moi, je les ai beaucoup utilisés à l'époque où, quand j'ai appris, par exemple, le N8N. Aujourd'hui, je les utilise beaucoup moins parce que je crée les miens, mais quand on démarre, c'est vraiment super intéressant, les GPTs publics. Et si vous voyez bien, dans le cas typiquement de la création de contenu, si vous voyez bien sur le screenshot que j'ai sur le slide, là vous voyez qu'il y a un onglet rédaction. Et quand vous allez sur les GPT, en fait, vous avez vraiment accès à toute une série d'outils qui sont préconfigurés. Donc ce sont déjà des LLM qui sont entraînés par des boîtes derrière. Et en fait, plus l'LLM est utilisé, le GPT est utilisé, et donc plus il devient, il sait répondre à des problématiques. Et voilà, donc plus on l'utilise, mieux c'est. Il y en a plein là vraiment. Bon, après, il faut se méfier. Enfin, comme je dis souvent à mes étudiants, il faut se méfier de l'effet Barnum, hein, parce qu'en fait, quelquefois, ils font des trucs qui ont l'air tellement bien que on pourrait croire que c'est bien, mais quelquefois, c'est juste euh, pas si bien que ça. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer la chose, mais ça formate bien les choses, mais quelquefois c'est tellement bien formaté qu'on ne se rend pas compte que c'est trop neutre, que ça n'a pas de vie. Donc voilà, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Typiquement, ouais, alors, je crois que j'ai pas de démo ici, mais là j'ai un copywriter GPT là, sur lequel on peut travailler. Et vous voyez, tu peux carrément créer des petites questions de démarrage en fait en fonction de ce que tu as besoin. Ce qui est marrant d'ailleurs, juste pour l'anecdote, ces GPT, en fait, sont vraiment des chats GPT de base. Et donc, en fait, il m'est déjà arrivé de commencer un travail sur un GPT et puis d'oublier que je suis sur un GPT, c'est d'enchaîner en faisant tout à fait autre chose. Et en fait, il peut te donner une recette de tarte aux œufs sans aucun problème. En fait, c'est GPT derrière, quoi. Donc, ça parle en toutes les langues, évidemment. C'est optimisé, mais moi, je conseille quand même de conserver les bonnes habitudes, de bien prompter, même si ce sont des GPT qui sont entraînés pour écrire ou pour faire tout, pour coder ou quoi qu'est-ce. C'est toujours intéressant de garder les bonnes habitudes, de bien prompter. Et voilà, comme je vous disais, certains sont rompus à l'écriture de la création de contenu, mais il y a vraiment toutes sortes de GPTs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez, alors en général, dans ce genre de GPT, ils sont développés pour un modèle par le fabricant, on va dire, par le développeur, l'agence. Mais en fait, nous-mêmes, on peut changer les modèles et aller chercher ce qu'on veut. Est-ce que quelqu'un connaît une autre marque qu'OpenAI qui peut faire des GPT publics? Moi, je n'en connais pas, je pense. Je ne sais pas si vous en connaissez. Je crois que les gemmes, Je serais curieux. tu peux les partager. Ouais, chez Microsoft, c'est les gemmes. Non, Oui, ouais, chez non, Gemini, non, c'est les gemmes. Ça reste Gemini. plus Chez comme Microsoft, tu peux le faire aussi, mais c'est des agents, là, je crois, ils appellent ça. Oui, mais tu peux les partager, mais il n'y a pas de store, quoi, Non. comme chez GPT. Ouais, voilà. J'ai cherché un Mais peu, il y mais a c'est vrai que aussi, comme là, sur GPT, tu as les projets où tu as un seul prompt, et puis tu as les assistants GPT où tu as beaucoup plus de fonctionnalités parce que tu peux connecter sur des API extérieures, tu peux créer knowledge ouais. base. Il y a Ouais, une série de fonctionnalités qui sont assez propres à OpenAI, en fait, pour ça. ouais, ouais. Oui, ici, j'essaie vraiment de montrer que les fonctionnalités de base. Enfin, en tout cas, alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que de plus en plus chez Gemini, justement ici, je crois que maintenant, ils le font plus ou moins tous, mais si on va un peu gratter par derrière, en fait, ils ont déjà des choses qui sont préconfigurées. Donc, je crois que chez Gemini, chez le LLM, on peut aller chercher un assistant d'écriture qui peut déjà commencer à faire des actions qui sont préconfigurées. Voilà.
En fouillant un peu, on trouve. Ça, c'était le quatrième. Et donc, ouais, comme vous pouvez le voir, on peut rentrer en mode parfois un peu agentique, en ce sens où on peut amener du contenu par ailleurs. Et puis, il y a les GPT perso. Alors ça, je pense que c'est en mode payant. Moi, ça fait longtemps que je suis plus resté en mode gratuit, mais je pense que c'est en mode payant. Mais toujours dans les GPT de chez OpenAI, on peut créer le sien. Alors moi, j'en ai créé toute une tripotée. Voilà. Moi, j'invite vraiment à le faire si on a un mode payant, parce que ça vaut vraiment la peine. Typiquement ici, j'en ai un que j'ai créé s'appelle Call Me Fifi, roi des Belges. Et en fait, je discute avec le roi des Belges. Donc, bon, évidemment, il n'y a pas de vraie utilité, c'est surtout pour l'amusement ici, mais oui, Et j'ai une question, tu fais ça souvent? Parler avec Fifi? Mm. Mm. sa femme, ses enfants, tout Oui, ça, mais comment va Bécassine. Mathilde? Bécassine, elle va pas bien, un petit coup de mou, mais voilà. Elle espère que les serres de Laken réouvrent bientôt, donc ça va. Et donc en gros, vous voyez, donc, ça discute un peu de manière rigolote, mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'en fait, quand vous faites un GPT perso, en fait, vous avez accès à une configuration plus ou moins avancée. Et je crois que j'ai un plus grand, voilà. Donc vous voyez que directement quand vous créez un GPT, sur le côté, vous avez des instructions que vous pouvez rentrer. Donc ces instructions-là, vous pouvez les rentrer exactement comme du prompt, mais vous pouvez aussi lui dire un peu dans quel cadre on va travailler. Vous pouvez induire des premières questions, hein, comme vous avez vu là. Par exemple, j'en ai mis qu'une ici. Interrogez-moi sur la Belgique, ma chère patrie. Typiquement ici, je me souviens qu'on commence, il demande le nom et il demande l'adresse mail, par exemple. Donc c'est intéressant pour récupérer du trafic. Et vous pouvez évidemment charger des fichiers, mais donc ça fait une espèce de, alors j'aime pas dire que c'est une espèce de RAG, mais ça fait une espèce de base documentaire où il peut aller chercher de l'info pour mieux répondre. Typiquement, si vous faites ça pour votre boîte, vous pouvez très bien en fait induire dans les réponses aux questions qu'on pose ben, des phrases génériques de votre boîte en disant que voilà. Donc il y a moyen de rentabiliser un peu la chose. Sixième méthode, je vais pas m'étendre là-dessus. Il y a tout ce que j'appelle les SaaS payants. Alors pour le coup, c'est difficile à montrer parce qu'en général, ils sont très très chers. Il y a Génario, mais je pense que je ne sais plus qui d'entre vous utilise Génario. Il y a Marcopy, etc. Donc ce sont tous des SaaS qui permettent d'écrire de manière plus professionnelle, en ce sens où vous pouvez rentrer des personas, des profils clients. Voilà, c'est vraiment des machines de guerre. Et en plus, ce sont des machines qui permettent aussi de travailler directement les SEO. Donc, si vous raccordez ça à un gros site marchand, par exemple, vous pouvez vraiment générer derrière une stratégie SEO et créer du contenu et créer du contenu en série. Bon, comme ici, on est entre développeurs, on sait tous que ça aujourd'hui, ben, en fait, on peut le faire nous-mêmes avec un peu de courage ou un peu de talent. Mais si on n'a pas le talent de développer tout ça, voilà, ça existe. Toujours dans le même esprit de plateforme où on peut faire plein de choses et créer plein de contenus. Il y a bien sûr le fameux Notebook LM. Tout le monde le connaît ici, mais je le présente un peu pour l'enregistrement. Donc Notebook LM, c'est une des plateformes de Google qui est, j'imagine, connectée à Gemini par derrière, mais qui est aussi connectée maintenant à Nano, Banana et des choses comme ça. Et donc, en fait, vous pouvez rentrer dans votre notebook LM plein d'informations et ensuite, à travers la fenêtre centrale qui est le LLM Gemini, vous pouvez poser des questions sur le contenu. Et sur la troisième colonne qui se trouve à droite, vous pouvez générer des formats de documents. Voilà. C'est vraiment banger, quoi. Comme beaucoup de gens ici, je passe beaucoup de temps chez Notebook LM parce que ça permet vraiment par exemple, de découvrir des gros volumes de données et ensuite derrière vous pouvez carrément commencer à lui demander d'écrire. Si vous rentrez des prompts suffisamment intelligents à l'intérieur, vous pouvez lui dire fais-moi des débuts d'articles de blog, des débuts de publications Facebook ou réseaux sociaux ou quoi qu'est-ce. Et bien sûr, si vous avez déjà utilisé NotebookLM, vous savez qu'il peut vous générer des infographies, voilà, des vidéos, etc., etc.
Ce qui est intéressant à savoir pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est que le réflexe, souvent, quand on travaille avec notre BookLM, c'est que, par exemple, on lui demande une infographie en cliquant sur le bouton infographie, et donc il génère l'infographie. Mais j'ai déjà remarqué que dans le LLM du centre, en fait, on peut lui demander de générer une infographie par là. Et donc, on peut même influencer le style et le rendu. Voilà. Moi, je suis pas toujours un grand fan du style de notre BookLM, je trouve que c'est un peu chargé. Voilà. En fait, vous pouvez lui demander d'être beaucoup plus sobre en passant par la fenêtre centrale. Huitième façon de créer du contenu auquel on ne pense pas toujours, c'est Perplexity. Moi, à titre perso, je suis un fan de Perplexity parce que je trouve qu'il a vraiment une fonction qui est très précise et il le fait super bien. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais en tout cas, Perplexity, je trouve qu'il le fait bien. Mais en fait, Perplexity, vous pouvez à l'intérieur du LLM aussi travailler les résultats qu'il donne. Donc, pour créer quelquefois des documents très sourcés, parce que c'est une des forces, à mon sens, de Perplexity, c'est de sourcer les informations qu'on lui demande. Ils le font tous, mais lui, il est vraiment, je trouve, calibré pour ça. Eh bien, sur base en fait des ressources qu'il fournit, vous pouvez déjà commencer à créer du contenu de manière intelligente dans Perplexity. On n'a pas besoin de sortir du document pour aller le remettre ailleurs. On peut le faire aussi, mais on n'est pas obligé. Quelquefois, Perplexity travaille convenablement. Au niveau du style, c'est un peu plus compliqué chez Perplexity de lui imposer un style qui soit un peu différent de quelque chose d'un peu formel. Mais il y a moyen de le tordre un peu, mais c'est pas non plus le truc qui est fait pour. Mais on peut le faire là aussi. Et puis là, je fais vite fait, mais c'est juste pour l'info. Les deux dernières manières de créer du contenu, c'est à travers les agents. Pardon. Là, typiquement, je regarde ce que j'ai. Oui, alors, c'est un agent que j'ai fait sur N8N. Donc, en gros, d'un côté, j'ai un cron qui tous les jours va relever deux flux RSS. Et voilà, je compacte le tout. Et vous voyez qu'au centre de mon workflow, j'ai un LLM qui travaille. Vous voyez, donc c'est ça un agent, c'est qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est pas obligatoire, mais on peut mettre à l'intérieur un LLM. Et évidemment, dans cet LLM-là, il y a un prompt, une manière de réfléchir, et je lui demande de traiter l'information. Cette information, ensuite, elle part vers Slack où je reçois une notification quand c'est fait, à l'heure où je lui demande de le faire. Là, je prends une décision, j'approuve pas. Si j'approuve pas, il y a un deuxième LLM qui retravaille le contenu, etc., etc. Donc, et au bout du compte, en fait, je crois que j'ai un mail qui part et une notification Slack. Donc, c'était vraiment une manière en fait de créer du contenu un peu automatisé, mais sur lequel j'ai quand même une main mise. Et finalement, au bout du compte, je pourrais aussi, au bout du workflow, tout changer, si je le voulais. Et puis ça, juste pour la documentation, il faut savoir que vous en trouverez plein sur Internet, mais vous allez vous en méfier comme de la peste. Ce sont tous ces gens qui vous proposent des workflows extraordinaires, où on va récupérer du contenu qui existe, on va le retravailler, ça repart sur notre plateforme, etc., etc. Ah, donc, il y a une respiration un peu forte. Moi qui est bien. Et ça, bien sûr, c'était un peu le sujet du moment. On peut aller encore plus loin dans les agents. Étonnamment, je trouve que Claude Code écrit vraiment, vraiment bien, en fait, s'il est bien guidé, s'il a de bons skills. Je ne sais pas s'il y a d'entre vous qui travaillent sur la création de contenu avec Claude Code, mais un outil qui est censé travailler que du code, finalement, en fait, je trouve qu'il s'il est bien guidé, il crée des choses intéressantes. Et ce qui est intéressant avec Claude Code, euh, quand vous devez travailler sur un gros volume de contenu rédactionnel, comme il a beaucoup de tokens en réserve, en fait, vous pouvez vraiment faire par exemple un dossier de 30 pages, un lead magnet de beaucoup de pages. En fait, il arrive à rester cohérent pendant très très longtemps, quoi. Vous savez probablement qu'avec les autres LLM, à un moment donné, arrivé à un certain nombre de milliers de tokens, il compacte parce qu'il doit respirer, il doit ouvrir la fenêtre, etc. Ici, avec Claude Code, je pense qu'on a un volume plus important et donc c'est agréable de travailler, de piloter des gros contenus.
Et à droite, là, vous voyez, il y a Cursor et il y a Antigravity. Alors, ce n'est pas du tout des plateformes prévues pour créer du contenu, mais en fait, comme à l'intérieur, il y a du LLM, en fait, vous pouvez très bien voilà, intégrer dans un environnement beaucoup plus global votre création de contenu, ou même carrément créer votre LLM ou votre système de création de contenu et l'importer dans un univers beaucoup plus vaste. J'imagine qu'aujourd'hui, moi, c'est pas mon métier spécifique, mais les gens qui fabriquent des grands dispositifs de multi-sites web pour faire du référencement, ces machines-là aujourd'hui permettent de créer 20-30 sites en quelques heures et avec voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis ça c'était pour s'il y avait d'éventuels débutants dans la commu, je signalais qu'on peut passer par des bacs à sable qui sont sympas. Hugging Face, j'y allais beaucoup il y a quelques temps parce que et Oupu. Donc on peut vraiment en fait s'amuser avec plein d'outils et découvrir les choses. Donc moi si pour donner goût aux débutants, je suis toujours allez vous amuser dans le bac à sable de chez Hugging Face, on peut s'amuser. Et puis je pense qu'il y a un dernier gratuit, voilà. N'hésitez pas à utiliser encore celui-là. C'est pas assisté par IA, mais ça fonctionne très bien et il faut l'exercer tous les jours parce que sinon, à un moment donné, ça peut s'appauvrir. Merci les amis. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Merci Tanguy. Merci Tanguy. Ouais.